Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, on me donne l'information qui me confirme que nous pouvons ouvrir cette nouvelle conférence, visioconférence publique de l'IRIS, qui ce soir va être consacrée à la région latino-américaine. Comme vous l'avez vu, vous êtes inscrits pour ce débat qui a pour thème quels défis pour l'Amérique latine après la pandémie de Covid-19. Alors, j'attends encore un petit peu que les inscriptions entrent. Alors, j'en profite pour me présenter rapidement. Je m'appelle Christophe Ventura, je suis directeur de recherche à l'IRIS et en charge du programme Amérique latine Caraïbes de notre institut. Et donc, c'est moi qui ai organisé cette soirée. Alors, évidemment, parler du Covid-19 en général ne met pas les gens en joie. On ne va pas faire une soirée ce soir sur précisément la dimension médicale et sanitaire du Covid, même si je vais en dire deux mots rapidement, mais on va surtout s'intéresser aux conséquences de cette crise sanitaire en matière, disons, dans la dimension politique, économique et géopolitique pour l'Amérique latine, parce qu'en Amérique latine, comme dans le reste du monde, cette crise sanitaire eh bien, exacerbe un certain nombre de contradictions, de tendances, et peut-être même les accélère et projette la région latino-américaine dans une époque dont nos discutants ce soir nous diront s'ils la considèrent inédite ou pas. En tout cas, c'est un peu l'idée de notre débat ce soir. On l'a appelé des défis pour après la pandémie, mais c'est une façon de parler car pour l'instant, il n'y a pas d'après-pandémie en Amérique latine. L'Amérique latine eh bien, connaît vraiment pour l'instant une crise non-stop avec plus de 38 millions de cas officiellement recensés sur le sous-continent, plus de 1,3 million de morts à déplorer. Hélas, alors on pourrait comme ça malheureusement faire le palmarès un peu sombre de l'Amérique latine, mais notons qu'aujourd'hui, avec à peine 8,5% de la population mondiale, l'Amérique latine concentre plus du tiers des décès mondiaux. C'est tout simplement avec les États-Unis eh bien, le principal foyer de propagation de cette épidémie qui, en plus, connaît désormais pas mal de variants en Amérique latine. On a parlé des variants brésiliens, puis du variant péruvien. Maintenant, le variant Delta, bien connu en France aussi, commence à arriver dans plusieurs pays d'Amérique latine. Depuis la semaine dernière, il est recensé dans quelques pays, Colombie, Mexique et quelques autres pour ne citer que cela. On a une région aussi, et on en parlera, où les taux de vaccination sont quand même assez faibles, puisque en moyenne, c'est une moyenne dans la région, le nombre de personnes qui ont reçu 2 doses de vaccin, c'est à peine 10% de la population latino-américaine. Je rappelle, c'est 640 millions d'habitants, l'Amérique latine. Et la population qui a reçu au moins une dose, c'est à peine le tiers des latino-américains. Il y a deux exceptions notables, c'est le Chili et l'Uruguay qui ont, eux deux, des taux de première dose à plus de 65% et plus de la moitié de la population qui ont reçu déjà 2 doses. Mais le reste des pays, c'est entre 4, 5, 10, parfois 1%. Jusqu'à 20, 25, 30%. Ça dépend, mais on est très, très loin du compte aujourd'hui. Ça pose beaucoup de questions, bien sûr, sur les dispositifs internationaux et la question des brevets. On en discutera certainement. Bref, ça, c'est la situation sanitaire qui n'est pas très bonne, qui est très sombre même. Mais quelles sont les conséquences, en fait, politiques, économiques pour la région? La Commission économique pour l'Amérique latine, la CEPAL, a affiché la couleur il y a déjà quelques mois en disant que déjà, tout simplement, il fallait comprendre que cette crise sanitaire propulsait l'Amérique latine dans la pire crise de son histoire, sans précédent, même plus avant que ce qu'a pu produire en Amérique latine la crise de 1929 ou les deux guerres mondiales, bien pire que cela, avec des mois de privation de liberté de mouvement pour les populations, des problèmes astronomiques en matière d'éducation, d'écoles fermées. Bref, nous allons essayer un petit peu de parler de tout ça avec nos invités ce soir. Je suis vraiment heureux de les accueillir parce qu'on a 3 invités de haut niveau, comme on dit, qui en plus sont impliqués directement par définition dans la vie des sociétés latino-américaines. Donc, je vais très rapidement vous les présenter. Sont avec nous ce soir Sébastien Nieto Parra, que je remercie vraiment d'être parmi nous. Sébastien est chef de l'unité Amérique latine et Caraïbes du Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économique,
l'OCDE. Il est le coordinateur dans ce cadre d'un ouvrage de référence annuel que nous utilisons tous pour travailler, qui s'appelle le Latin American Economic Outlook de l'OCDE. Peut-être nous dira-t-il si l'édition 2021 est prête, qui est un outil incontournable pour tous les chercheurs sur l'Amérique latine. Donc, je remercie vraiment de votre présence, Sébastien, ici pour nous apporter le regard de l'OCDE sur la période et le vôtre en particulier. Ensuite, nous aurons avec nous ce soir également Témir Porras, que les adhérents, les gens qui suivent l'IRIS connaissent déjà un peu peut-être, puisqu'il est déjà venu parmi nous quelques fois. Témir Porras est professeur invité à Sciences Po à Paris. Il est également ancien vice-ministre des Affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela. Il a été en poste entre 2007 et 2013 et il nous donnera son point de vue également sur la situation et les évolutions latino-américaines dans la période. Enfin, troisième invité de marque avec nous ce soir, Monica Bruckmann, qui est professeure de sciences politiques à l'Université fédérale de Rio de Janeiro, qui est également vice-présidente de l'Agence latino-américaine d'information ALAI, autre source incontournable pour tous les gens qui s'informent quotidiennement sur l'Amérique latine, sur son actualité, mais également sur les débats qui traversent la région et le monde intellectuel latino-américain. Donc voilà le menu pour ce soir. Je vous remercie toutes et tous d'être parmi nous, même en plein mois de juillet, alors que certains peut-être commencent à vouloir souffler un peu, puisqu'ils le peuvent en France aujourd'hui du point de vue sanitaire. On va démarrer tout de suite pour ne pas perdre de temps. Nos intervenants, chacun fera une introduction d'à peu près un quart d'heure. Ensuite, on aura comme ça du temps avec les participants pour échanger, dialoguer, débattre, rebondir, penser collectivement sur toutes ces questions-là. Alors, c'est d'un commun accord, c'est avec Sébastien Netopara que nous allons démarrer. Je précise que Monica Bruckmann, comme indiqué dans l'invitation que vous avez reçue, s'exprimera en espagnol. Donc, voilà, je pense que la plupart des gens qui sont avec nous comprennent l'espagnol. On verra s'il est nécessaire à la fin de faire un petit résumé des principaux points qu'elle a pointés tout à l'heure, mais elle interviendra donc en espagnol avant notre débat. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous et je donne la parole à Sébastien Netopara. Merci beaucoup, Christophe. C'est un grand plaisir d'être parmi vous. Merci à l'IRIS pour cette invitation. C'est sans doute un moment compliqué en Amérique latine. On l'a vécu en 2020 et aujourd'hui, c'est une année de reprise, mais encore une reprise faible pour la région. Donc, je voudrais parler sur le travail que l'on est en train de faire à l'OCDE, en particulier au Centre de développement de l'OCDE, sur l'Amérique latine, comment on voit la situation actuelle au niveau économique et bien entendu tout ce qui est lié aux political economy, des réformes, de la façon dans laquelle on doit passer des réformes en Amérique latine. Les constats, je pense que Christophe l'a très bien signalé. Donc, on a une région dans laquelle la crise en 2020 a été sévère. Donc, par rapport à d'autres économies du monde, l'Amérique latine a été la région la plus touchée en termes de croissance économique. La croissance économique en 2020 a été de presque moins 7%. Donc, c'est un chiffre historique. C'est des chiffres qu'on n'avait pas vus, bien entendu, ces siècles, mais pas non plus les siècles derniers. Donc, ça dépend. Là, il faut rentrer dans l'histoire économique de l'Amérique latine pour savoir quand est-ce qu'on avait eu une crise similaire. Mais selon certains, même au XXe siècle, on n'avait pas vu une crise de cette magnitude. Un deuxième aspect important, c'est aller au-delà du PIB et voir au niveau multidimensionnel du développement comment cette crise a affecté la région. Et bien entendu, là, des indicateurs importants comme le taux de pauvreté ou les inégalités, on a vu qu'ils ont été très touchés. Donc, c'était une crise aussi où l'effet a été asymétrique. Donc, on a eu une augmentation de la pauvreté, on a eu une réduction très importante de la classe moyenne en Amérique latine et cela explique bien entendu le mécontentement qu'on a vu dans certains pays récemment. Un troisième aspect à tenir en compte que Christophe a très bien souligné, c'est celui de l'incertitude concernant
l'effet sanitaire. Donc, c'était une région très touchée au niveau de la santé, avec une très grande hétérogénéité au niveau de l'application des vaccins et surtout l'impact reste assez important aujourd'hui au niveau de la santé et au niveau social. Même si on voit des chiffres économiques qui sont très positifs, comme par exemple l'activité économique au Chili, il y a encore un défi social très important et surtout, il faut voir de quelle façon ces vaccins qu'on a eus dans certains pays d'Amérique latine aident à maintenir la soutenabilité économique et sociale de la région. Il y a d'autres effets incertains, plutôt au niveau international, bien entendu, l'évolution des taux d'intérêt aux États-Unis, comment ça peut affecter les flux des capitaux dans la région et l'investissement direct étranger. Donc, des pays comme les États-Unis ou la Chine où le taux de croissance commence à se voir, peut-être que c'est une bonne nouvelle pour la région. Donc ça, c'est au niveau macro. Donc on voit déjà une reprise presque de 4% pour cette année, selon certains observateurs. Mais à nouveau, je voudrais insister sur le fait que le développement, ça va au-delà du PIB. Il faut voir justement le bien-être des habitants de l'Amérique latine, comment cette crise a été très forte et de quelle façon la reprise va être au niveau social dans la région, puisque certains chiffres au niveau social, on ne voit pas l'évolution que l'on voit de la même façon pour le PIB. Donc, c'est à surveiller et c'est un aspect sur lequel on tient au Centre de développement de l'OCDE. On appelle cela le Development in Transition, le développement en transition. Donc, tenir en compte de comment on mesure le développement et comment il a été affecté aujourd'hui, et en particulier le bien-être des habitants. Un aspect sur lequel on tient aussi au Centre de développement, c'est parler de la grande hétérogénéité qu'on a dans la région. Donc, c'est une crise qui a touché tous les pays, parce qu'on l'a vu en 2020, mais de façon différente. On a certains pays comme le Pérou, comme le Panama, où le taux de récession a été plus de 10%, alors que dans certaines économies, il a été négatif, mais pas de cette ampleur-là. Donc, la reprise aussi va être différente selon les pays et les mesures qui ont été prises aussi ont été différentes entre les différents pays d'Amérique latine. On a vu certains pays qui ont vraiment réagi rapidement pour soutenir les populations les plus vulnérables. C'est le cas de la Colombie, c'est le cas de l'Argentine, c'est le cas du Chili, c'est le cas du Brésil, où on a vu une réaction très forte des gouvernements pour soutenir les populations les plus vulnérables. Et ça, c'est un aspect sur lequel je voudrais insister plus tard, mais qui relève des systèmes de protection sociale en Amérique latine, où on doit vraiment repenser leur rôle. Aujourd'hui, on est dans une phase de reprise. Comme je disais, il reste assez incertain et il faut passer des réformes structurelles pour justement en profiter de cette crise pour améliorer la situation des habitants de la région. Et pour cela, ce que l'on insiste depuis vraiment le début de la crise, il y a un an, c'est de repenser le contrat social en Amérique latine. De quelle façon on peut créer des nouvelles opportunités, de quelle façon on peut se coordonner entre les différents acteurs pour améliorer le bien-être des habitants. Donc, avec cet objectif-là, je voudrais insister sur les différents éléments qu'il faut en tenir compte de ce contrat social, mais aussi du processus à tenir en compte. D'abord, sur les éléments à tenir en compte, je voudrais insister sur 3. Bien entendu, il peut en avoir d'autres et comme je disais, l'hétérogénéité de la région fait qu'il y en a qui sont plus importantes dans un pays que dans un autre. Mais je voudrais insister sur 3. Les premiers, sur les stratégies de développement en termes de création d'emplois. Donc, quel type
des stratégies qu'on peut avoir pour améliorer la valeur ajoutée de la région, augmenter sa compétitivité et créer des emplois formels. L'Amérique latine est rentrée à la crise de Covid-19 avec plus de la moitié des travailleurs qui sont informels. Selon nos chiffres, c'est une informalité des travailleurs qui est presque de 56%. Pour cela, il faut en tenir compte de la valeur ajoutée qu'on a donc, dans chaque région, à l'intérieur de chaque pays, créer des clusters de développement, créer une stratégie, savoir quels sont les secteurs sur lesquels on peut tenir et on peut en compter. Et ensuite, et comme Christophe le disait, je voudrais insister sur l'intégration régionale. Parce que là, il y a des opportunités encore assez importantes d'améliorer notre tissu industriel en Amérique latine en améliorant les partenariats qu'on a entre les pays. Et il faut penser au-delà des différents accords qu'on a au Mercosur, Alliance Pacifique et autres, à savoir quelles sont les industries finalement qui peuvent créer des emplois et savoir quel type de pays finalement peuvent s'allier pour créer ces emplois-là. Et là, c'est un des sujets justement qu'on va publier en septembre de cette année, le lancement de notre rapport, le LEO, de perspectives économiques d'Amérique latine 2021, où on va insister justement sur ces différents secteurs de l'industrie pharmaceutique, justement très importante liée à la crise, mais aussi toutes les énergies renouvelables. Et là, le rôle de la France, et en particulier de l'AFD, avec ses activités en Amérique latine, est clé. Et en tenir compte aussi des nouvelles transformations comme la transformation numérique et qui peut donner des emplois, mais qu'il faut justement créer ces opportunités des emplois. Si l'on ne fait rien, finalement, on va arriver à une situation dans laquelle la transformation numérique va détruire des emplois. Et ça peut aller plus de 20% des emplois qui peuvent disparaître. Donc, c'est des sujets à tenir en compte. Transformation numérique, l'environnement et, comme je disais tout à l'heure, tout dans un environnement d'intégration régionale. Deuxième aspect important, cohésion sociale. L'inclusion sociale, en particulier, au niveau de l'éducation, les écoles en Amérique latine ont été fermées au nombre de jours le double de ce qu'on a à l'OCDE. Donc ça, c'est des conséquences assez importantes sur le capital humain en Amérique latine. De quelle façon on va accompagner les étudiants les plus défavorisés. Un autre aspect qui a été une très bonne leçon de cette crise, c'est qu'on a pu réagir rapidement avec des différents programmes pour soutenir des travailleurs qui n'étaient pas couverts par aucun régime d'assistance sociale, ni par les systèmes de protection sociale, donc des systèmes qui couvrent les travailleurs formels. Mais même certains travailleurs informels qui sont couverts par des programmes d'assistance sociale, il y en a eu certains qui n'étaient pas couverts au moment de la crise. Et là, c'est bienvenu toutes ces mesures qui ont été prises, comme Ingresso Solidario en Colombie, et les programmes de bono familial universal au Pérou, toutes les politiques d'émergencia au Chili et en Argentine, et bien entendu au Brésil aussi avec leur politique d'auxilio d'émergence. Là, c'est un deuxième aspect très important. Troisième volet, le fiscal. Parce qu'il faut savoir de quelle façon on finance ces politiques-là. Et quand je parle de fiscal, bien entendu, il y a les impôts, mais il y a aussi la dette. Au niveau de la dette publique, il faut en tenir compte à nouveau l'hétérogénéité qu'on a en Amérique latine. Et dans ces contextes-là, on a des pays où les acheteurs de ces dettes, c'est des acheteurs publics et des acheteurs dans le monde multilatéral, mais aussi on a des acheteurs privés. Donc les créanciers privés, de quelle façon on va
les mettre sur la table et savoir parler pour éviter que l'on tombe à une crise de dette souveraine dans certains pays et l'on puisse justement financer la reprise économique et en même temps garder la soutenabilité fiscale. Et pour cela, on insiste beaucoup et on a beaucoup insisté au G20, le dialogue, la coordination entre les différents créanciers de la dette, les différents acteurs des marchés de capitaux, où certainement il faut en tenir compte de ces causes exceptionnelles de la crise. C'était un choc exogène qui est arrivé en Amérique latine et de quelle façon on doit soutenir les pays de la région. Au niveau des impôts, il faut en tenir compte des défis qu'on avait avant la crise, mais bien entendu, on ne peut pas faire les réformes qu'on pensait avant la crise aujourd'hui, puisqu'on a une classe moyenne qui a été vraiment très touchée en Amérique latine et on ne peut pas, par exemple, augmenter la base des impôts, puisque c'est justement une classe moyenne qui aujourd'hui est tombée une partie dans la pauvreté, une classe moyenne vulnérable qui est tombée dans la pauvreté. Dans ce contexte-là, il y a des sujets très importants comme la progressivité des impôts. En Amérique latine, quand on voit l'intervention de l'État pour réduire les inégalités grâce aux impôts et les transferts, ces réductions elle est pratiquement de 3 points de base par rapport au Gini initial. Dans les pays de l'OCDE, on est en train de parler, dans les pays en particulier de l'Union européenne, la réduction elle est de plus de 15% des points de base par rapport au Gini initial. Donc là, on voit qu'il y a des efforts pour remonter la progressivité. Il y a des sujets sur lesquels on insiste beaucoup, sur les impôts aux personnes, et en particulier sur la richesse, mais aussi augmenter la progressivité sur les impôts aux revenus. Un autre sujet important, c'est tout ce qui est l'évasion fiscale. Donc, c'est un sujet où on tient à l'OCDE au niveau national, mais aussi au niveau international. Là, on vient de passer un accord très important avec 130 pays pour justement donner un seuil minimum de taux pour les entreprises multinationales. Ça peut aider à créer des revenus additionnels, mais aussi au niveau national. On doit augmenter la capacité de nos administrations des impôts pour que l'évasion soit moins importante. Aussi, penser à quelques dépenses des impôts. Je ne sais pas si on dit comme ça en français, tax expenditures, tout ce qui est des subventions que l'on donne à certains acteurs, soit les entreprises, soit des familles, et qui finalement, on ne voit pas vraiment la valeur ajoutée de ces subventions que l'on voit dans certains pays d'Amérique latine qui touchent pas nécessairement les populations les plus défavorisées, et surtout, on voit des effets pas très clairs sur la croissance économique. Il y a le volet fiscal, mais aussi budgétaire plus en général. De quelle façon on améliore les dépenses publiques. Cette reprise que je disais importante au niveau de la production, de la valeur ajoutée, il faut plus d'investissement, investissement dans les énergies renouvelables, dans l'environnement, et continuer à bien cibler les dépenses sociales pour augmenter la progressivité qui est très importante en Amérique latine. Juste pour conclure, donc on a ces différents éléments qui sont très importants dans le contrat social. Cependant, il faut bien tenir compte du processus, les consensus qu'on doit faire pour arriver à ces accords importants au niveau des stratégies des productivités sur le système de protection sociale et au niveau fiscal. Sans consensus va être très difficile puisque le social discontent, tout ce qui était le mécontentement social avant la crise, on le voit encore aujourd'hui. Et un deuxième aspect très important dans le political economy, dans tout ce qui est le processus des réformes, bien entendu, c'est l'enchaînement, le sequencing, l'enchaînement des différentes politiques qu'on doit avoir. Par exemple, au niveau fiscal, donc il faut commencer par certaines
mesures qui sont possibles aujourd'hui et dans le moyen terme, d'autres qu'on pensait importantes avant la crise, mais qu'aujourd'hui on ne peut pas le faire tout de suite, comme augmenter la base des impôts sur l'impôt des revenus. Tout cela dans une stratégie de communication, savoir bien communiquer les différentes réformes qu'on veut faire, savoir atteindre les différentes populations en Amérique latine aujourd'hui. Donc, avec ça, je voudrais terminer. Donc, tout le processus des réformes est plus important que jamais, créer le consensus. Et pour cela, la coopération internationale, les dialogues aussi avec des acteurs multilatéraux, on voit, qui sont fondamentaux. Merci. Merci beaucoup, Sébastien, pour cet exposé précis qui, je crois, permet à tout le monde de bien saisir finalement les conséquences macroéconomiques de cette crise sanitaire et en même temps, en passant par là, d'interpeller un petit peu sur certainement finalement le modèle de développement de l'Amérique latine qui est interrogé en fait fondamentalement par cette crise et ses effets avec tout ce que vous avez exposé sur les questions fiscales, la question des États, les politiques sociales et bien d'autres choses. Je pense aussi à ce que vous avez exposé sur les questions d'endettement. C'est vrai qu'il faut rappeler que l'Amérique latine est devenue aujourd'hui la région du monde où les États en tout cas du monde en développement, sont les plus endettés après cette crise. Donc, ça me permet peut-être de faire la transition avec l'intervention préparée par Témir Porras, qui suit d'assez près aussi, dans le cadre de ses activités, ces questions liées aux dettes des États, aux dettes souveraines, en particulier des États latino-américains. Donc, Témir, je pense que vous avez pas mal de choses dans l'intervention de Sébastien qui vous permettent de rebondir pour peut-être nous donner un peu votre point de vue tout simplement sur ces fameux défis économiques posés à l'Amérique latine avec cette crise sanitaire. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Christophe. Merci à l'IRIS, merci à Monica et Sébastien d'avoir accepté de partager ce séminaire. Oui, bien sûr, je pense que l'exposé de Sébastien me donne l'opportunité de rebondir et de lier les questions économiques un peu à la géopolitique de la région et au caractère un peu dépendant, si l'on veut, pour utiliser ce terme parfois suranné qui caractérise, de mon point de vue, l'Amérique latine encore aujourd'hui. Je pense que la crise sans précédent, etc., je ne vais pas perdre de temps dans la description d'une crise que tout le monde connaît bien, révèle finalement des problèmes structurels ou les rend plus saillants de problèmes structurels auxquels fait face l'Amérique latine. Un premier, au risque d'être un peu général dans ce premier propos, est un peu une description que j'utilise aussi dans mon cours pour essayer de caractériser l'Amérique latine pour des étudiants ou un auditoire qui n'est pas forcément latino-américain, et que l'Amérique latine, elle est soumise au double défi ou au double problème d'être un peu la seule région en développement du monde qui est un peu une région occidentale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Elle est soumise au défi des régions en développement, donc problèmes sociaux, économiques, avoir finalement une stratégie de développement. Ce que moi, personnellement, je ne trouve pas dans la région latino-américaine. Je vois mal quelle est. Évidemment, c'est une région très hétérogène et très grande, mais en général, les pays latino-américains ne semblent pas avoir de stratégie de long terme avec laquelle il y ait un consensus social et politique dans leurs sociétés différentes et sur lesquelles les forces politiques, par exemple, puissent s'accorder sur le long terme. Donc, développement nécessite des stratégies de long terme. Quand on regarde l'Asie et on prend le cas de la Chine, par exemple, voilà, on peut parler de développement sur des décennies, un processus commencé au début des années 80, etc., etc. Ça, c'est impossible à faire en Amérique latine ou à penser en Amérique latine, un peu justement à cause de cette deuxième caractéristique dont je parlais, qui est une région occidentale, dans le sens, encore une fois, que son cadre de pensée politique, culturelle, les références, les exigences aussi d'organisation politique interne sont un peu les mêmes, si vous voulez, qu'il y a aux États-Unis, en Europe, parce qu'on fait partie, si vous voulez, du même bloc
politiques et culturelles, on a des histoires communes. Et donc, voilà, par exemple, c'est excellent qu'en Amérique latine, il y ait des exigences démocratiques, il y a un processus de démocratisation qui se voit, encore une fois, dans des situations très hétérogènes, mais en général, il y a une compétition politique pour le pouvoir, c'est des sociétés plutôt ouvertes, où effectivement on voit aussi des effets de polarisation très forts et où l'on vote pour changer parfois de modèle de façon assez radicale, ce qui est d'une certaine manière la vocation de la démocratie, donc que toutes les forces puissent s'exprimer, mais ce sont des pays qui ont des cycles courts. Donc tous les 5 ans, vous pouvez avoir à la tête d'un pays des projets totalement opposés, totalement disparates, et du coup, voilà, et peu de consensus finalement, qui empêche d'une certaine manière que la région ait une stratégie de développement de moyen et long terme, au moins sur des sujets structurants, importants, etc., qui puissent rester en dehors, si vous voulez, des controverses politiques. Donc ça, c'est un premier point que cette crise a révélé, dans le sens où, encore une fois, les pouvoirs latino-américains ont été extrêmement timides dans leur réponse à une crise sans précédent. Et ça me donne un peu une transition sur le deuxième point d'économie dépendante, qui ne cherche pas à dédouaner la responsabilité des États ou des politiques latino-américains, mais qui, d'une certaine manière, illustre un peu, ou plutôt met en contraste, la réponse qu'il y a eu dans les pays du Nord, les États-Unis ou l'Europe. On a tous en mémoire, par exemple, les réponses, ou en tout cas les déclarations. J'invite à entendre les déclarations des présidents ou présidentes ou gouverneurs de banques centrales en disant il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons, à la réponse que nous allons donner. Au début de la crise, quand il y a eu des problèmes de liquidité sur le marché financier international, la Réserve fédérale a dit on fournira toute la liquidité possible, nécessaire, sans limite, etc. Donc, on a l'impression, quand on regarde la crise d'un pays du Nord, que tout n'est question que de volonté politique. Il suffit de décider que l'on veut fournir de la liquidité au marché ou qu'il faut intervenir donc, de façon keynésienne pour soutenir l'activité et que 25% de déficit public, c'est quelque chose que n'importe quelle économie peut digérer. Quand je dis 25%, je n'exagère pas, c'est des efforts budgétaires sans précédent qui ont été faits dans les pays riches. Et finalement, les pays qui en ont le plus besoin, donc les pays en développement, ne peuvent pas faire ça. Ne peuvent tout simplement pas décider, simplement par une question de volonté politique, par exemple, qu'ils vont imprimer ou avoir une politique monétaire non pas uniquement expansionniste, c'est une création monétaire sans précédent dans l'histoire, tout simplement parce que c'est des pays qui généreraient, comme on l'a vu par exemple dans le pays où je suis citoyen, dans le Venezuela, la création monétaire massive génère de l'hyperinflation. Donc on ne peut pas justement avoir les mêmes outils de réponse à une crise sans précédent parce qu'il y a des limitations structurelles pour les économies. C'est la même chose pour l'endettement. Certes, l'Amérique latine, on pourrait considérer que c'est une région très endettée, mais son niveau d'endettement n'a absolument rien à voir avec ce qui est l'endettement du Japon ou de certains pays européens, tout simplement parce que nous sommes une région qui ne s'endette pas en sa propre monnaie. Et ça, c'est quelque chose, je sais que c'est un peu basique ce que je dis pour un économiste chevronné comme Sébastien, mais que je rappelle à un auditoire, je dirais, plus divers dans sa composition professionnelle ou de ses centres d'intérêt. C'est vous, Européens, vous vous endettez en euros. C'est votre monnaie. Donc, les niveaux d'endettement que vous pouvez atteindre et les conséquences que ça a sur les économies n'ont absolument rien à voir avec des pays qui, en Amérique latine, ont tous des monnaies différentes. Certains, d'ailleurs, ont le dollar américain, mais ça ne leur donne pas la possibilité d'imprimer des dollars comme le ferait la Réserve fédérale, et qui doit s'endetter en monnaie étrangère, principalement en dollars. Donc, le service de la dette doit se faire dans des dollars qu'il faut
trouver. Donc, dans une période de récession où vous avez votre activité qui se restreint, vous n'avez pas de banque centrale avec le pouvoir des pays de l'OCDE, vous n'avez pas ce qu'on appelle justement avoir de l'espace budgétaire pour faire du déficit. Vous pouvez faire du déficit, mais l'addition est extrêmement salée. Et comme le disait Sébastien, effectivement, il y a des créanciers privés qui donc s'inquiètent donc des conséquences de ce que pourrait faire l'État lambda en Amérique latine et des conséquences que ça pourrait avoir sur sa capacité de rembourser la dette à moyen et à long terme. Je prends par exemple, pour que vous en preniez la mesure, de pays très divers. Vous avez cité le cas de l'Uruguay, donc qui est un des pays, je le rappelle, les plus riches d'Amérique latine, à peu près le deuxième en termes de revenus par tête, donc de PIB par tête, donc qui pourrait être considéré dans le peloton de tête, même si c'est un pays modeste par sa taille et sa population, de la région, qui a eu un programme de vaccination tout à fait donc, bien organisé et qui est montré en exemple, mais en revanche, qui a un des niveaux de dépenses publiques les plus faibles au monde comme réponse à la crise, qui a pratiquement justement pas du tout augmenté son niveau de dépenses publiques. Donc les Uruguayens n'ont pas reçu un chèque de $1 000, on n'a pas reçu de revenus de substitution, et ce qui explique d'une certaine manière les niveaux extrêmement élevés, non seulement de circulation du virus, malgré une campagne de vaccination très importante de circulation du virus. Il y a encore quelques semaines, l'Uruguay avait été au peloton de tête mondial en termes de contagion par habitant et en termes même de morts par habitant. Donc, contradiction, un des pays les plus riches qui a un des meilleurs programmes de vaccination, mais qui aussi a un des pires résultats sur la photographie des derniers mois. Je ne dis pas sur l'ensemble de la pandémie, puisque l'Uruguay a été bien préservé pendant l'année 2020, mais si on voit le déroulé de ces 6 derniers mois, en parallèle, on avait un bon programme de vaccination et une augmentation alarmante des cas et des décès, et un État qui finalement n'a pas justement décidé de dépenser sans compter pour soutenir la population, par exemple pour qu'elle ne prenne pas les transports publics et n'aille pas travailler. Donc en Amérique latine, pour vivre pendant la pandémie, il fallait travailler. Donc les gens se demandent pourquoi le virus circule tellement. On ne peut pas rester chez soi quand il n'y a personne pour substituer les revenus. Ce n'est pas la seule, évidemment, explication, mais c'est un point que je tiens à rappeler. Donc, des pays avec d'énormes besoins, mais sans les outils qu'ont les pays développés. Et finalement, et ça, ce serait mon troisième point, une sorte de réponse globale très médiocre. Finalement, s'il n'y a pas de banque centrale en Amérique latine qui puisse jouer le rôle de la Fed ou de la BCE, qu'est-ce qu'il nous reste? Par exemple, le Fonds monétaire international. Donc, les programmes des institutions multilatérales, même avec des efforts sans précédent, en proportion, restent extrêmement modestes. C'est-à-dire quand le FMI débloque 100 milliards pour le monde, bon voilà, ayant en tête le programme de relance européen ou américain, donc 100 milliards pour le monde entier, c'est une goutte. Donc, en comparaison avec les efforts qui ont pu être consentis, on parle aussi aujourd'hui d'une émission de droits de tirage spéciaux, d'une certaine manière, qui serait un peu cette sorte de création monétaire qui pourrait donner de l'espace aux pays en développement. Mais le FMI est constitué d'une telle manière par un actionnariat dont les pays les plus riches donc sont des actionnaires plus importants du FMI, qui, paradoxalement, donc cette création monétaire bénéficierait, a priori, davantage aux pays riches qu'aux pays qui en ont le plus besoin. Et donc, voilà, on voit aussi une sorte de absence de réaction ou de capacité globale à substituer cette incapacité qu'ont les propres pays en développement pour faire face à une crise de cette ampleur. Et puis finalement, un problème très latino-américain qu'on a vu surgir avec la crise, qui est donc l'absence totale d'intégration. C'est-à-dire cet écroulement
des efforts d'intégration qu'on a connus dans la première décennie du XXIe siècle, donc avec ses défauts, mais avec une volonté politique qui était d'ailleurs partagée dans tout le spectre politique. On trouvait de la coopération avec des gouvernements très à gauche, des gouvernements conservateurs, etc. Par exemple, en 2011, des gouvernements, le Chili et le Mexique étaient des gouvernements conservateurs à l'époque, s'étaient mis d'accord avec le Venezuela ou Cuba, par exemple, pour créer la communauté des États latino-américains et des Caraïbes. Et on voyait une dynamique qui, comme toujours en Amérique latine, manque d'institutionnalité et tout cela. Mais on voyait une dynamique qui était arrêtée net, sec, au cours de cette deuxième décennie du XXIe siècle. Et on voit une réponse tout simplement très fragmentée. Pas de réponse commune, même pour acheter des vaccins. C'est-à-dire il n'y a pas eu un effort latino-américain pour mettre en commun des efforts et optimiser même la négociation avec les laboratoires ou l'approche des mécanismes comme le COVAX avec l'OMS. C'est le chacun pour soi. Et évidemment, les pays qui répondent le plus, ce n'est pas une surprise que le Chili et l'Uruguay, donc les deux pays les plus riches de la région, les deux pays en général aussi les plus stables, où il y a un système de santé qui, au cours du temps, a pu s'institutionnaliser, etc., et d'excellents programmes de vaccination, et que dans d'autres pays, cela ne soit pas possible, parfois même parce que l'accès aux vaccins est impossible. Il est impossible parfois d'acheter des vaccins. Donc, on a encore une fois une région qui va du Chili et de l'Uruguay jusqu'au Venezuela, qui est un pays sanctionné, par exemple, qui a du mal même pour faire des transactions internationales et payer le COVAX pour se procurer des vaccins. Donc, encore une fois, je pense que c'est ce dernier constat d'une absence totale d'intégration dans la pratique qui aurait pu bénéficier à la région pour faire face à la crise. Voilà, j'espère ne pas avoir trop débordé. Pas du tout. 15 minutes pile. Merci beaucoup, Témir. Merci beaucoup pour cet exposé très, très exhaustif qui a touché à beaucoup de dimensions du sujet et qui les a surtout articulées. Donc, je pense que là, on va pouvoir avancer dans la réflexion et peut-être ça va nous être fort utile pour la deuxième partie des discussions et du débat avec les participants. On va donner la parole à Monica Bruckmann, donc comme je vous l'avais dit au début de notre session, qui va s'exprimer en espagnol, et puis on verra ensuite peut-être si on résume un petit peu quelques points sous la forme bullet points, comme on dit en bon français. Donc, Monica, bueno, puedes hablar ahora, gracias. Et Monica, pardon, excusez-moi, va intervenir en particulier, disons, ou approfondir la dimension géopolitique, disons, de l'impact de cette crise sanitaire en Amérique latine. Muchas gracias, Christophe. Es un placer compartir esta mesa con ustedes, con el Iris y con Sebastián y Témir, sobre un debate que me parece tan importante y tan fundamental, no solamente para la región, sino también para tomar el pulso a los cambios del sistema mundial contemporáneo. Voy a tratar de hablar un poquito más lento para que el público me acompañe. La próxima invitación, quién sabe, me atrevo a hablar en un poquito de francés, Christophe. Tal vez lo primero que me gustaría colocar aquí para el debate, y ya lo decía Témir al inicio de su exposición, es sobre la característica de esta crisis COVID-19, que se inicia como una crisis sanitaria, pero que va impactando absolutamente todos los ámbitos de la vida económica, social, cultural, e inclusive en términos ideológicos, yo diría que el impacto también es muy fuerte. Creo que es necesario hacer una reflexión sobre la importancia que tiene esta crisis, no solamente por ser una crisis multidimensional, sino porque si hacemos un balance de larga duración de los últimos 145 años, desde 1876 o 75, de las 13 grandes crisis de la economía mundial en este periodo de más de 140 años, esta crisis que se inicia en el 2020 es la tercera más profunda, tal vez solo comparable con la crisis del 1929,
y de hecho es la crisis más profunda de la post-Segunda Guerra Mundial. Y como lo decía Christoph en su presentación, esta crisis no va a cambiar, en mi opinión, las tendencias de los cambios del sistema mundial, pero va a profundizar estos cambios y los va a acelerar. Yo creo que esta tal vez es una dimensión importante. Y en relación a América Latina, un aspecto al cual me voy a referir en breve es cómo esta crisis muestra las grandes contradicciones de los modelos económicos y políticos que se están poniendo en práctica en este momento y que además ya se pusieron en práctica en la década de los 80 y 90. Estoy refiriéndome particularmente a un intento de un neoliberalismo 3.0, como tal vez lo llamaría Álvaro García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, para referirse a un nuevo momento de una emergencia de un proyecto neoliberal en la región. En relación a los cambios del sistema mundial que esta crisis acelera, yo diría que hay dos movimientos muy visibles y muy cada vez más fáciles de verificar en todos los datos económicos, producción de ciencia y tecnología, etcétera. En primer lugar, yo diría un desplazamiento del centralismo, de la centralidad económica, del dinamismo económico de los países de Occidente hacia Oriente, hacia Asia, principalmente China, pero no solamente China. Con China tenemos también a la India y tenemos un conjunto de otros países del sudeste asiático que adquieren un dinamismo muy importante en la economía mundial, articulados al proyecto chino, es verdad. Y de otro lado, un desplazamiento de este dinamismo económico de los países del norte desarrollado a los países emergentes. Como ya lo muestran los cambios en el ranking de las mayores economías del mundo desde 2014, que colocan a China en primer lugar, desplazan a Estados Unidos en segundo lugar cuando medimos el Producto Interno Bruto en dólar por poder ajustado de compra local. Pero las proyecciones indican que estos cambios del tamaño de las economías se van a profundizar hacia 2020, hacia 2030 o 2050, inclusive con la posibilidad de colocar una economía como la economía hindú en segundo lugar antes que la economía de Estados Unidos. Entonces yo creo que esto no es solamente un cambio en términos económicos, sino también en términos de las capacidades locales de producción científica y tecnológica. Si China a inicios de los 2000, con las zonas especiales en el sur de la China continental, inicia un proceso de transferencia tecnológica importante, en este momento yo diría que está disputando tecnología de punta en áreas estratégicas como las tecnologías de la información y la comunicación, la tecnología 5G, nuevos materiales, etcétera, etcétera. De otro lado, vemos un debilitamiento de la economía de Estados Unidos, y esto lo podemos ver inclusive no solamente en las tasas de crecimiento económico, sino el nivel y la importancia de la deuda pública que Estados Unidos tiene en este momento y que se ha incrementado mucho a partir de los fondos que este país ha destinado para contener los efectos del COVID-19. Si hasta fines del 2019 esta deuda más o menos representaba 105% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, la proyección para 2021 es que represente 131% del Producto Interno Bruto. Además, hay que decir que de esta deuda, más o menos 60% es una deuda pública externa y el segundo acreedor después de Japón es China. Entonces, creo que estos cambios del sistema mundial son mucho más profundos que cambios de reestructuración económica, así que no que nos colocan frente al horizonte de cambios muy profundos en la producción científica, tecnológica, cambios en la hegemonía del sistema mundial de manera más general. Y es en este contexto que podemos situar el impacto que la crisis está teniendo en la región. Un poco para referirme a cómo es que esta crisis COVID-19 ha impactado a la región en el contexto de estas mudanzas del sistema mundial. Yo había preparado algunos datos en relación, por ejemplo, a el impacto que ha tenido la crisis sanitaria en número de pérdidas de vida por millón de habitantes.
De hecho, América del Sur es la región más afectada, con 2.638 muertos por millón de habitantes. En segundo lugar, América del Norte con 1.529 y en tercer lugar Europa con 1.485. Luego viene Asia con 173, más o menos. Entonces, lo que podemos ver es que el impacto en la región desde el punto de vista sanitario ha sido tremendo. Y tal vez la explicación de esto sea que lo que vemos en esta crisis sanitaria, económica y multidimensional es que se visibiliza lo que se acumuló en las últimas 2 o 3 décadas en términos de la puesta en práctica de un proyecto en algunos de nuestros países, en varios diría yo, ortodoxamente neoliberales en términos de lo que significa el Estado mínimo, la venta de las empresas de servicio público, la privatización de los servicios básicos como educación, salud, saneamiento, agua potable, etcétera. Porque si comparamos un caso como el peruano, el Perú está liderando el número de pérdidas de vidas humanas por millón de habitantes, con casi 5.870 muertes por millón de habitantes, son datos de hace 2 días. En segundo lugar, Brasil, en términos relativos, 2.479. Tal vez esto sea un dato interesante porque muestra el caso peruano que fue colocado como un ejemplo, el milagro económico inclusive, se referían al caso peruano como uno de los países que crecía a un ritmo de 4 o 5% al año durante varios años consecutivos. Y sin embargo, la crisis del COVID-19 colocó de manera muy clara el tipo de crecimiento económico que tuvo el Perú. En primer lugar, un crecimiento que exacerbó los niveles de miseria y pobreza y desigualdad social. Privatizó los servicios públicos, inclusive el servicio de salud, de manera muy profunda. Solo para tener una idea, en el caso peruano, un país de 33 millones de habitantes inicia la pandemia con 240 camas de cuidados intensivos a nivel nacional. Todo el sistema prácticamente privatizado. Otro aspecto importante es el nivel de el impacto de la mano de obra y en el mundo del trabajo. Es decir, más de 80% de la población económicamente activa en el Perú está en el sector informal. Y es exactamente los mercados y el sector informal que permitió niveles de contagio altísimos en la región. Entonces yo creo que este aspecto que muestra el fracaso de un proyecto que ya era muy evidente a final de los años 80 y 90, que inclusive dio origen a un movimiento de gobiernos progresistas en la región, que se reinstaura de alguna manera con la llegada de Macri al gobierno de Argentina en el 2015, con un nuevo momento de revitalización de este proyecto neoliberal y que en este momento esta crisis del COVID-19 colocan como un escenario posible, y yo creo que esto está en profunda disputa política cuando pensamos en los escenarios post-COVID-19, la posibilidad de un tercer momento de imposición de proyectos ortodoxamente neoliberales en la región. En el caso de el mundo del trabajo, yo creo que es muy evidente este proceso. Si vemos los niveles de desempleo a los que ha llegado la región, que superan el 10% de manera general, pero que en un país como Brasil, por ejemplo, llega al 14% de desempleo. Nosotros estamos en este momento más o menos con 14 millones de desempleados. Yo creo que lo que hemos tenido en estos casi año y medio de pandemia y de crisis económica en la región es una pérdida acelerada de derechos laborales. En un país como Brasil esto es muy evidente, y una elevación de la jornada de trabajo. En muchos de nuestros países se aprobaron
situaciones emergenciales de calamidad pública, situación de guerra, que permitieron un conjunto de normas, inclusive anticonstitucionales en el caso de Brasil. Por ejemplo, el hecho de la reducción de la jornada de trabajo hasta en un 70%, con la correspondiente reducción del salario. Entonces es interesante ver que mientras en algunos países de Europa, por ejemplo, se amplió la protección social y la participación del Estado en la compensación de la pérdida salarial de los trabajadores, en el caso de países como Brasil, se aprobaron un conjunto de normas atendiendo a esta situación de calamidad pública que permitían la suspensión unilateral de contratos de trabajo, la reducción de jornadas de trabajo con la reducción de sueldos a niveles que han impactado muchísimo la elevación de la miseria y la pobreza en nuestro continente. Para dar un ejemplo de estos datos que me parece muy ilustrativo, en el caso brasileño, por ejemplo, uno de los ámbitos que más crecieron a nivel del tipo de empleo durante la cuarentena es exactamente los servicios de entrega y transporte por aplicativo. Y es interesante ver que durante la pandemia, 19% de los trabajadores en este sector de transporte y entregas por aplicativo, 19% trabajan más de 13 horas por día. 38% trabajan más de 11 horas por día. 57% de los trabajadores trabajan, de hecho, más de 9 horas por día. Estos son niveles que tal vez se asemejan a las primeras revoluciones industriales, una jornada de trabajo superior a 13 horas por día, pero es de alguna manera lo que estamos viendo que se está produciendo y reproduciendo en países de América Latina, y cito el caso de Brasil, que es una de las mayores economías de la región y es una de las mayores concentraciones demográficas de la región también y de América del Sur. Entonces, de un lado, creo que uno de los desafíos de América Latina tiene que ver con la posibilidad de recuperar estos derechos laborales que de manera general han sido reducidos, han sido en algunos casos temporalmente eliminados y que están llevando a gran parte de la población económicamente activa a una situación de subempleo. De otro lado, creo que hay la necesidad de pensar que este subempleo que se ha generado y se ha profundizado con esta crisis COVID-19 podría estar incorporándose al mundo del trabajo como una situación estructural. Y yo creo que este es un gran peligro y al mismo tiempo un gran desafío que tenemos que discutir políticamente, académicamente y sobre todo crear condiciones para la recuperación de estas pérdidas de derechos laborales que se aceleraron a lo largo de la pandemia. De otro lado, queda claro que, como lo decía Sebastián, las políticas de protección social son indispensables. Ya CEPAL ha mostrado los datos del impacto en términos de miseria y pobreza. Prácticamente estamos hablando de retrocesos de 15 a 30 años en los principales indicadores sociales en el caso de América Latina. Y un gran desafío representa poder garantizar una protección social mínima en América Latina que pueda disminuir el impacto humanitario de esta crisis. Y de otro lado, yo diría que desde el punto de vista geopolítico hay dos aspectos que son fundamentales de ser pensados en el caso de América Latina. Esta ascensión de Asia en el sistema mundial y la ascensión de China como gran demandante de materias primas para abastecer este gran proyecto que es la nueva ruta de la seda que China lanza en el 2013, que en el 2014 tiene 21 países miembros y que hacia fines del 2020 tiene 138 países miembros. Es decir, si pensamos en términos del sistema institucional global, la nueva ruta de la seda con 138 países miembros, 18 de los cuales son latinoamericanos,
representa tal vez el espacio de coordinación interestatal y de cooperación económica más importante después de Naciones Unidas, que tiene 193 países miembros. En este momento, este proyecto de la nueva Ruta de la Seda, con sus prioridades de producción, de comercio, centrado en la infraestructura, en producción de electrónicos, en maquinaria pesada, en industria aeronáutica, va a exacerbar la demanda mundial por minerales metálicos y no metálicos, productores de energía primaria, para poder abastecer estas prioridades que la nueva Ruta de la Seda establece y que está en discusión con regiones enteras como África, gran parte de los países de Europa, inclusive América Latina. Y lo que vemos es que, como lo decía Temir, este proceso de impacto de la crisis COVID-19 en América Latina está profundizando la condición dependiente de inserción de nuestra región en el sistema mundial, porque hay dos procesos que se han acelerado a lo largo de los últimos 2 años, que es de un lado la reprimarización de nuestras economías, y esto se muestra claramente en la reprimarización de las exportaciones de América Latina hacia el resto del mundo y principalmente hacia Asia. En el caso de Brasil, por ejemplo, en plena pandemia, si comparamos el primer trimestre del 2019 con el primer trimestre del 2020, es decir, en el momento en que la economía del mundo estaba parando debido a la pandemia, Brasil aumentó en 30% las exportaciones de soya hacia China, en 247% las exportaciones de aceites, combustibles y petróleo, 24% más de exportaciones de fierro, y 80% de incremento de las exportaciones de proteínas, sobre todo carne bovina, y casi 70% de aumento de las exportaciones de algodón. Es decir, lo que vemos aquí es una profundización de la condición primaria exportadora en general de la región y particularmente de una economía como la brasileña. Y de otro lado, un proceso de desindustrialización de nuestras economías, de pérdida de capacidad industrial y de pérdida de participación en el valor agregado mundial. Yo creo que esto se ha reducido mucho y en el caso brasileño va acompañado de pérdida de capacidad de producción científica, tecnológica, de innovación, que sobre todo se produce en las universidades públicas, que son los centros de producción de innovación, y que sufrieron a lo largo de los últimos años recortes importantísimos de presupuesto y de gasto en investigación, en laboratorios, etc. Entonces esto nos coloca frente a algunos desafíos importantes. Creo que en el momento de mayor efervescencia de los procesos y proyectos de integración en el siglo XXI, que yo diría que se localizan de manera temporal entre el 2011 y el 2014, uno de los aspectos centrales que se debatieron y se colocaron como parte de la agenda de América del Sur con la UNASUR y de América Latina con la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, fue la necesidad de pensar en proyectos soberanos de desarrollo orientados justamente a un desarrollo integral de los países de la UNASUR o de América Latina como espacios como la CELAC. Esto pasó por un debate de estrategias, de políticas concretas, de posibilidad de creación de cadenas de valor local para atender inclusive el creciente mercado interno local, etc. Entonces yo creo que uno de los instrumentos más importantes para poder intervenir en la definición del proceso de los cambios del sistema mundial que van a impactar en América Latina, están impactando y continuarán profundizando el impacto en América Latina, es fortalecer los espacios de integración regional, que exactamente son los espacios que se fueron destruyendo sistemáticamente a lo largo de los últimos años. Y de otro lado, un aspecto importante a tener en cuenta es que estamos frente a un momento de crecimiento del descontento popular y de la protesta en las calles y en las plazas. Hemos tenido, no solamente en Brasil, pero en otros países de la región,
movilizaciones importantísimas. Yo creo que este proceso no solamente se va a mantener, pero probablemente va a crecer a lo largo de los próximos meses, justamente como consecuencia de una respuesta a la forma en que la crisis está impactando a los sectores más pobres, a los sectores populares de la región. Y yo creo que nuestra región es una región que produjo momentos muy interesantes de articulación de esta organización de los movimientos sociales, como fue el Foro Social Mundial. Entonces, esto de alguna manera representa una experiencia histórica que de alguna manera puede ser retomada en los próximos meses, en la medida en que esta respuesta de descontento de la población de alguna manera se articule no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional. Entonces yo creo que esto va a plantear una serie de desafíos que tienen que ver con el sistema democrático en la región, la posibilidad no solamente de defender, pero mantener los sistemas democráticos en la región, que es un aspecto que constituye todo un desafío, y sobre todo fortalecer la posición de la región en los cambios geopolíticos y las profundas redefiniciones del sistema mundial contemporáneo. Muchas gracias, Cristo. Muchísimas gracias, Mónica, por tu ponencia. Je vais rapidement relever un ou deux points en trahissant, hélas, beaucoup de points développés par Mónica, car son intervention était aussi très riche et a abordé beaucoup de sujets à la fois d'actualité, de long terme et structurels de l'Amérique latine et de son insertion, en fait, dans le champ géopolitique mondial. Pour résumer, en tout cas, pas résumé, mais disons, souligner quelques points qui m'ont paru, en tout cas, fort intéressants dans l'intervention de Mónica, dire qu'elle nous a exposé en quoi la situation sanitaire, finalement, pointait certaines contradictions. La première, c'est que d'un côté, elle montrait en Amérique latine ce que ça veut dire à l'application d'un certain modèle de développement, un certain modèle économique qu'on appellerait le néolibéralisme. Elle apparaît de formule de néolibéralisme 3.0 qui appartient à l'ancien vice-président bolivien Garcia Linera, d'un modèle où de l'état minimal, de la privatisation généralisée des services publics, des ressources, etc. Et donc, finalement, cette pandémie montre ce que ça veut dire un modèle comme ça lorsqu'il est confronté eh bien, à un choc comme celui de la crise sanitaire, montre en fait tout simplement son inefficacité, son incapacité à protéger les populations et sa propension à accroître finalement toutes les tendances néfastes et structurelles qui affectent les populations avec toutes les conséquences politiques qu'on peut imaginer. Et en même temps, la contradiction, c'est qu'elle laisse entendre que finalement, dans certains pays, elle a parlé du Brésil, elle a parlé du Pérou, par exemple, pour s'illustrer. Elle a montré que finalement, il y a aussi à travers ça certaines tendances qui ne sont pas progressistes, sont plutôt régressives, et que cette crise, elle sert aussi finalement à approfondir certains problèmes. Elle a parlé du recul des droits sociaux au Brésil avec la crise sanitaire. Elle a montré comment au Brésil, la réduction des journées de travail s'accompagne de la réduction du salaire, des revenus des travailleurs. Elle a montré par plusieurs aspects cette pente de réduction des droits sociaux dans pas mal de pays, en nous alertant là-dessus, un peu ce que certains auteurs nomment la stratégie du choc, finalement, qui s'appliquerait dans la région. Donc elle a appelé à notre vigilance là-dessus. Elle a aussi dans cette contradiction indiqué que la situation sanitaire finalement avait approfondi et approfondissait certaines dépendances. Le mot a été utilisé ce soir plusieurs fois dans la discussion, en particulier dépendance à un certain modèle, disons, exportateur de ressources naturelles et de matières premières qui enfermerait l'Amérique latine dans cette trajectoire-là au niveau international, l'obligeant finalement l'Amérique latine à continuer sur ce chemin lorsque il faudrait d'autres alternatives pour son développement économique. Elle a après indiqué un certain nombre de pistes qui, selon elle, sont les défis en fait de l'Amérique latine, qui sont d'abord justement cette question d'intégration régionale sur laquelle elle est revenue, sur laquelle elle a expliqué qu'il fallait qu'elle soit basée en Amérique latine sur une conception
conception d'un développement, de projets souverains de développement latino-américain, de projets de développement intégraux des économies latino-américaines plus endogènes, précisément pour être capable d'absorber les chocs globaux comme les chocs économiques ou sanitaires. Elle a parlé de la nécessité de construire des chaînes de valeur régionales, locales, par exemple, un marché intérieur peut-être aussi latino-américain, moins dépendant des marchés extérieurs, etc. Donc elle a pointé ces défis-là comme étant de nouveau à l'ordre du jour, créés par cette situation contradictoire, comme elle l'a dit. Et puis voilà, et tout ça nous amenant finalement à arriver à une réflexion sur les moyens que représenterait aussi cette intégration régionale pour l'Amérique latine à changer sa position et sa trajectoire dans le système international global. Donc voilà, de manière très lapidaire, hélas, et un peu superficielle, les propos, en tout cas certaines idées qu'a mis sur la table Monica Brockman. Donc je la remercie encore et je pense que vous qui avez écouté avez pu comprendre de manière plus précise tous les développements qu'a pu faire notre intervenante. Alors, encore une fois, merci à tous. Il nous reste une vingtaine de minutes avant de clore notre session. Plusieurs questions sont arrivées dans le chat, donc je vais un petit peu vous les distribuer, si je puis dire. Une première question de Jamel est de savoir si l'Amérique du Sud, comme l'Afrique ou l'Asie, ont les moyens financiers pour vacciner leur population au moment où tout le développement des variants de la maladie remettent en question l'efficacité des vaccins. Alors, les intervenants ne sont pas immunologues, mais vont peut-être nous répondre sur la question des financements. Est-ce que l'Amérique latine a les moyens finalement de son autonomie vaccinale, si je puis dire? Je pense que chacun des intervenants pourra peut-être donner son avis sur la question. Une question, la question de l'État a été pas mal traitée ce soir. On nous demande, Lucas, quelles sont les priorités qu'il faudrait définir, comment réformer l'État-providence en Amérique latine. Donc, c'est la question de la protection sociale, la question de l'État social. Là aussi, tous les trois, je pense que vous aurez un mot à dire sur ce point. Alors, peut-être pour Sébastien, je ne sais pas, Sébastien, Louis nous dit que une explication a été donnée pour certains pays d'Amérique latine comme le Chili par rapport à pour expliquer les manifestations, les mobilisations populaires qu'il y a eu dans ces pays-là. L'explication, c'est qu'une classe moyenne s'est constituée ces dernières années en Amérique latine qui eh bien, réclamait, revendiquait davantage de droits sociaux, des services publics, l'éducation, la santé, et que c'est précisément cette classe moyenne qui s'est retrouvée déclassée finalement sous les coups de butoir de la crise économique internationale post-2008 et ses effets en Amérique latine, et puis l'arrivée de la pandémie. Est-ce que cette analyse-là est selon vous pertinente? Alors je vois aussi que toujours il y a une question, alors celle-là j'y reviendrai tout à l'heure. On aimerait aussi, Sergio Avalos, savoir comment vous analysez la situation du Mexique dans ce paysage latino-américain. Est-ce qu'il y a des défis particuliers? Est-ce qu'il y a des éléments spécifiques au Mexique différents de ceux que vous avez, disons, proposés ce soir? On va peut-être commencer avec ça. Peut-être on va chacun reprendre deux minutes sur les questions pour pouvoir répondre, et comme ça on fera un deuxième tour avec celles qui restent en suspens. On peut peut-être changer d'ordre. Je ne sais pas, est-ce que Témir, vous êtes d'accord pour rebondir? Toujours. Eh ben, allons-y alors. Après on demandera à Sébastien et ensuite à Monica peut-être. Très bien. Alors, je m'excuse d'abord, je ne suis pas spécialiste de tout, mais je vais essayer de donner une opinion sur tout, parce que la variété de questions qui a été posée. Alors, peut-on vacciner tout le monde? Bon, c'est une question, encore une fois, qui me fait faire référence à la diversité de la région. Je vais dire des choses, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais encore une fois, nous avons constaté que le Chili et l'Uruguay en particulier, je connais bien le cas uruguayen, ont des programmes de vaccination tout à fait réussis. Il faut tout de même rappeler que la population de l'Uruguay, ce n'est pas, encore une fois, pour dire du mal des autorités qui ont organisé un programme de vaccination excellent, n'est de pas plus que 3 millions d'habitants. Donc,
atteindre 50% de la population vaccinée dans un pays de 3 millions d'habitants, c'est, encore une fois, faut-il le faire de façon efficace, mais ça va beaucoup plus vite que dans un pays de plus de 100 millions d'habitants comme le Mexique ou le Brésil. Encore une fois, chacun a parfois peut-être aussi des moyens à la taille ou à la dimension de sa population, mais on sait qu'il y a des goulots d'étranglement, par exemple, sur la capacité de livraison des laboratoires, qu'il y a, par exemple, en Amérique latine, où il y a toute la gamme disponible, si l'on veut, des vaccins. Il y a aussi bien les vaccins connus en Europe, les vaccins américains, ARN messager, etc. Mais le rôle joué, par exemple, par les vaccins chinois est extrêmement important et ça me permet de dire que ça a un peu brouillé les cartes géopolitiques dans la mesure où souvent on accuse un peu avec des arrière-pensées géopolitiques la Russie ou la Chine de manipuler d'une certaine manière leur aide au développement pour faire un peu de la diplomatie vaccinale. Mais finalement, le Chili et l'Uruguay ont un tel succès parce qu'ils ont reçu des millions de vaccins chinois. S'il n'y avait pas les vaccins chinois, l'Uruguay et le Chili n'auraient pas pu atteindre les 50 ou 60% de population vaccinée avec une dose ou deux doses parce que le rythme de fourniture des Pfizer et autres ne serait pas suffisant. Ça, par exemple, c'est quelque chose à prendre en compte. Et puis, il y a à l'autre bout du spectre, encore une fois, je prends un peu les cas extrêmes. On cite souvent le cas du Venezuela qui, fort heureusement, a commencé à vacciner de façon plus massive dans les semaines récentes. Encore une fois, les taux de vaccination là-bas sont très bas encore parce que c'est un pays qui a commencé à vacciner tard, mais où seulement sont disponibles les vaccins russes et chinois. Et maintenant, avec toute la controverse que ça peut poser à l'intérieur, à l'extérieur de l'Amérique latine, au Venezuela et à l'étranger, l'utilisation du vaccin cubain. Donc, je le rappelle, est le seul pays d'Amérique latine qui a des programmes vaccinaux d'une telle ambition. Mais bon, la controverse est centrée autour de l'idée que ces vaccins ont dépassé la phase 3 de tests, mais n'ont pas encore été validés, si l'on veut, ou approuvés par l'OMS. Donc voilà, il y a une variété de situations. Et je prends simplement finalement l'exemple du Mexique et de l'Argentine, pays immenses, qui ont des programmes très ambitieux, mais qui vont plus lentement en termes de pourcentage de population, parce qu'ils ont une population très importante et il faut au moins 200 millions de doses, ou pas loin, pour vacciner tout le monde au Mexique avec 2 doses, et peut-être 3, on ne sait pas encore ce qui va être nécessaire. Deuxièmement, État-providence, je me garderai simplement de faire une petite remarque et puis laisser à Sébastien, qui est quand même l'expert économique. Par exemple, pour les pays d'Amérique latine, ce qu'on connaît en France comme les prélèvements obligatoires, dans un pays de l'OCDE, dont à peu près tous les pays de l'Union européenne, je pense, font partie, les prélèvements obligatoires vont à peu près de 35% à parfois 50% du PIB ou plus. Ça veut dire donc ce dont les États, les systèmes publics de sécurité sociale disposent pour construire cet État-providence. En Amérique latine, dans les pays où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés, on s'approche des 30%. C'est-à-dire ce sont des pays qui, en plus d'être des pays moins riches, prélèvent moins de richesses de leur société par l'impôt, pour une quantité de raisons, mais qui disposent aussi moins proportionnellement d'argent, par exemple, pour subventionner ou payer un système d'éducation publique ou un système de santé publique. Tout ça en prenant en compte qu'il y a beaucoup de pays, comme disait Monica, qui sont très primaires dans leur économie. Par exemple, le Chili, qui est une économie louée, avancée, etc., en Amérique latine, dépend beaucoup. Donc, ces recettes fiscales, ces recettes budgétaires, qui font partie des prélèvements obligatoires, dépendent aussi de l'exploitation d'une matière première qui est le cuivre et de ce que l'industrie du cuivre paye à l'État chilien. Donc, ce n'est même pas simplement des prélèvements qui font de la redistribution de richesses, mais c'est parfois simplement du prélèvement d'un impôt sur une extraction de matières premières. Donc, il y a en plus le fait que la société elle-même, l'effet de redistribution de richesses que joue l'impôt dans des pays comme l'OCDE, ne se produit pas à la même échelle, loin s'en faut,
dans les pays d'Amérique latine. Que faudrait-il, je pense, penser cette idée? Le développement dans le long terme pour créer de la richesse, mais aussi la redistribution par impôt. Et puis finalement, sur le Mexique, juste un mot, encore une fois, je ne suis pas un grand expert de ce pays que j'aime, mais si, il y a quand même une péculiarité. On parle de reprimarisation de la région et souvent, donc extraction de matières premières de différentes sortes pour souvent exporter en Chine. Donc, c'est un peu le modèle latino-américain, exporter du cuivre, du pétrole ou du soja pour l'exporter en Chine. Le Mexique est d'une certaine manière la petite Chine de l'Amérique latine, dans le sens où il est plutôt en concurrence avec la Chine pour le marché des États-Unis. Il exporte beaucoup, 80%, je crois, de ses exportations vont aux États-Unis, et c'est des produits donc de transformation, d'industrie délocalisée. C'est un peu, encore une fois, un modèle qui est plus proche de la Chine ou en concurrence avec la Chine que en dépendance de la Chine pour des exportations de matières premières. Et effectivement, ça lui donne un caractère tout à fait particulier, outre le fait que c'est un pays immense, beaucoup plus grand en général que le reste des pays d'Amérique latine. Mais enfin, voilà, c'est une caractéristique générale. Et pour donner simplement un avis sur ce qui c'est un des pays qui a les programmes de vaccination les plus ambitieux d'Amérique latine, mais encore une fois, cette ambition va de pair avec la taille de sa population, même si en termes de pourcentage, les résultats ne sont pas aussi impressionnants qu'au Chili ou en Uruguay. Il faut avoir encore une fois en tête la dimension de ces pays, la difficulté donc pour les autorités publiques d'avancer rapidement en ayant une population aussi importante. Voilà. Merci beaucoup, Témir. En fait, bon, ce que vous venez de développer embrasse quand même la plupart des questions qui nous sont posées et qui effectivement touchent à ces points-là. Alors, Sébastien, j'entends par là qu'il y a quand même beaucoup de questions, beaucoup de curiosité justement autour de la question de quelles devraient être ces fameuses réformes de l'État-providence en Amérique latine. De quoi parle-t-on? Quelles seraient des réformes structurelles, disons, de progrès pour les sociétés latino-américaines? Il y a beaucoup de questions qui tournent autour de ça, sur les aspects protection sociale, les aspects réforme fiscale. Ce serait quoi une réforme fiscale juste et progressive en Amérique latine? Comment faire ça? Est-ce qu'il faut faire contribuer les plus riches? Est-ce qu'il faut répartir autrement? Enfin, il y a beaucoup de questions qui tournent effectivement autour de ça, donc je pense que vous allez pouvoir répondre à pas mal de nos participants. Merci Christophe. Et oui, effectivement, quand on parle d'État-prévidence, il y a une façon de le mesurer, c'est la taille de l'État finalement. Et la taille d'État, comme disait Témir, il y a une grande différence entre les pays d'Amérique latine et les pays de l'Europe ou de l'OCDE. Donc, on est en train de parler d'une région d'Amérique latine, selon nos chiffres qui sont comparables avec les pays de l'OCDE. Notre ratio en Amérique latine d'impôt sur le PIB est aux alentours de 23%. Et au pays de l'OCDE, on est en train de parler de presque 34%. Donc, c'est une grande différence, plus de 10 points de pourcentage de différence, ce qui fait qu'il y a des efforts à faire au niveau fiscal si jamais on voudrait finalement un État de providence qui peut répondre aux besoins de la population. Et je voudrais insister sur un fait. D'abord, l'hétérogénéité à nouveau. On a des pays comme le Guatemala, la République dominicaine, le Panama, le Paraguay, où ces ratios sont au-dessous des 15% du PIB. Donc, c'est encore bien plus bas que la moyenne de l'Amérique latine. Même le Mexique, on est en train de parler c'est au-dessous de 17% du PIB. Donc, il y a une question qui est derrière ça. Pourquoi on n'arrive pas à faire des réformes fiscales en Amérique latine? Et une chose qu'on avait travaillé beaucoup avant la crise, et maintenant, je pense que ça c'est en train de s'exacerber, c'est la trappe institutionnelle. Donc, on a une population qui ne croit pas à l'État, qui dit on n'a pas les services publics qu'on a besoin. Donc, finalement, on ne veut pas justement payer ou aider ces gouvernements-là. Donc, finalement, il est très difficile
passer des réformes fiscales et on rentre dans un cercle vicieux où on n'a pas les ressources justement pour répondre aux attentes de la population. Et pour rompre ces cercles vicieux, il faut un État plus innovateur, plus inclusif, plus transparent. Et c'est là où il y a des efforts encore importants à faire et en tenant compte des défis futurs, du numérique, comment on profite du numérique pour que l'État soit plus inclusif et plus transparent, comment on tient compte de l'environnement, comment on tient compte de la migration, parce que c'est un sujet on n'a pas parlé aujourd'hui, mais c'est important à tenir en compte, surtout quand on parle d'État-providence, en tenir compte aussi des migrants sud-sud qui sont aujourd'hui de plus en plus importants en Amérique latine. Et tout cela nous amène à penser, OK, donc il faut des réformes intégrales, pas seulement au niveau des impôts, mais aussi au niveau des dépenses qui soient plus progressives, avec des meilleurs services publics en éducation et en santé. Je parlais avant du capital humain qu'on est en train de perdre actuellement en Amérique latine, et les épreuves de PISA, je crains qu'on aura des scores pas très satisfaisants pour les étudiants en Amérique latine, justement à cause de la crise du Covid et les mesures de fermeture des écoles. Donc, tout ça nous amène à penser de façon intégrale impôts, revenus, dépenses publiques et, quand on parle des revenus, comment on gère la dette. Et là, à nouveau, ce n'est pas une question seulement d'État-providence au niveau des réformes nationales, mais comment on se coordonne au niveau international avec les différents créanciers. Je suis tout à fait d'accord avec Témir sur ce qu'on avait parlé tout à l'heure des droits spéciaux, par exemple, de comment on peut en profiter plus pour la région. En ce qui concerne la question de lui qui est complètement liée, sur la classe moyenne en Amérique latine et les manifestations sociales qu'on a eues. Je suis tout à fait d'accord. Il y a eu une amélioration importante en dernière décennie d'une réduction de la pauvreté, augmentation de la classe moyenne, réduction des inégalités, mais encore très vulnérable, très vulnérable. Et on le voit avec cette crise. Donc, même avant la crise du Covid-19, on avait déjà des manifestations sociales puisqu'on a une population qui ne veut pas se comparer avec ses parents ou ses arrière-grands-parents. Non, elle veut se comparer avec ses pairs au niveau international. Donc, des mêmes âges, des mêmes genres, même ambition politique. Et là, on voit vraiment un gap ou une différence importante avec cette population avec laquelle on se compare. On ne se compare pas avec l'amélioration socio-économique qu'on a eue avec son parent ou son père ou son grand-père. Donc, c'est là où il faut tenir compte de ces nouvelles attentes et pour c'est une bonne nouvelle. C'est une population qui croit à des améliorations qui doivent être faites. Et comment on répond à ça? Et c'est là, justement, qui est le lien avec la question précédente de l'État-providence. Donc, si l'on veut vraiment se comparer avec cette population-là, il faut aussi avoir des responsabilités pour une partie de la population et surtout une population qui ne paye pas énormément des impôts. Juste un chiffre pour terminer. En Amérique latine, en moyenne, on paye 2% du PIB en ce qui concerne des impôts sur les revenus. Dans les pays de l'OCDE, c'est presque 8% du PIB. Et là, c'est surtout les statuts socio-économiques les plus élevés qui pourraient payer davantage, au niveau des revenus, mais aussi au niveau de la richesse. Merci beaucoup, Sebastián. Mónica, en pocos minutos, quizás, no sé, hay varias preguntas sobre el tema del modelo exportador latinoamericano, cómo salir, cómo construir una transición hacia otro modelo. Si quieres intervenir sobre eso, y también varias preguntas sobre cuáles serían los sectores, los servicios que necesitan lo más reformas estructurales de otro tipo, ¿no? De otro tipo que neoliberales, ¿no? Hay varias preguntas así y una pregunta, una persona nos dice
bueno, finalmente, ¿podrá o no América Latina construir este camino hacia otro tipo de modelo de desarrollo integral y soberano? Gracias, Cristo. Yo creo que una experiencia interesante en la región fue el caso ecuatoriano durante los dos gobiernos de Rafael Correa, cuando se creó los planos nacionales del buen vivir, que tenían como objetivo central el cambio de matriz productiva. Yo creo que esto es se me desapareció de la pantalla, no sé si ustedes me están viendo. Sí, sí, te vemos muy bien y te escuchamos también. Déjame ver si consigo. Bueno, recuperé. Creo que esa es una experiencia interesante y tal vez de todas las que tuvimos en la región a inicios del siglo XXI, sea la que consiguió pensar de manera estratégica y de largo plazo la posibilidad de una transición de una economía primario exportadora para una economía, como decían los ecuatorianos en este momento, que fuera capaz de formar. Ellos no usaban el término capital humano, usaban el término de cualidades humanas para poder avanzar hacia una transición de una economía capaz de producir ciencia y tecnología en áreas estratégicas como la biotecnología, por ejemplo. Ecuador tiene la misma concentración de biodiversidad que Brasil, con menos de 1% de la superficie territorial. Es uno de los países más megadiversos del mundo. Entonces, ellos se planteaban esto como un proyecto estratégico de largo plazo. Y yo creo que tal vez ese sea un aspecto central a tener en cuenta cuando pensamos en la posibilidad de salir de un proyecto o de una región fundamentalmente agroexportadora y dependiente de las economías centrales del sistema mundial, para economías que sean capaces de pensar los proyectos de desarrollo a partir de las necesidades nacionales y a partir de las necesidades de la población local. Y yo creo que este es un aspecto que coloca en cuestión el propio concepto de desarrollo. Al final, ¿de qué desarrollo estamos hablando? Del desarrollo de las condiciones de vida de la población, de la posibilidad de innovación, ciencia, tecnología, educación, o el desarrollo de las empresas transnacionales que operan en el sector extractivo de minería o de otro tipo de extracción de materias primas. Entonces yo creo que es un problema fundamentalmente político y la región mostró que es posible discutir estos aspectos desde una perspectiva regional. Y además yo diría que es muy difícil hacerlo de otra manera. Yo diría imposible. El ejemplo de África es muy interesante. África se sienta con China a discutir cómo es que se va a integrar el continente a la nueva ruta de la seda, recuperando su visión panafricana. No lo hace cada país de manera independiente, por lo menos a partir del 2017. Y con esto consiguen elementos que antes no habían podido conseguir. Fondos con condiciones financieras muy favorables para África, posibilidad de tener fondos para reparación de la devastación ambiental de los proyectos extractivos, posibilidad de proyectos de producción local, etc. Entonces yo creo que pensar en un cambio, una transición hacia procesos de industrialización tiene que ver con recuperar una visión regional y tiene que ver con pensar cadenas de valor regionales a partir de un esfuerzo político de colaboración y de aproximación de nuestros países a partir de algunas matrices muy generales de visión estratégica y de proyectos de desarrollo. En relación a algunas reformas estructurales, en qué sectores y una cosa muy importante que se colocó aquí, la cuestión de la protección social como un elemento central para pensar en una fase post-COVID en América Latina, inclusive a partir de la verificación de los gravísimos impactos económicos y sociales en la región. Yo quería en 1 minuto y medio resumir el caso brasileño, que me parece que es muy paradigmático en este aspecto.
En los primeros 6 meses de la pandemia, Brasil destaca fondos importantes a el combate de los efectos del COVID-19 a partir de varios mecanismos. Gasto directo del Estado, disminución de los impuestos en varios sectores, y a partir de estos varios mecanismos, el Estado brasileño aporta 2.500 millones de reales a estos fondos para combatir los efectos del COVID-19. 56% de estos fondos, según datos oficiales del Banco Central de Brasil y del Ministerio de Economía, 56% de estos fondos fueron transferidos para el sector financiero y tenían como objetivo de la política pública generar préstamos para sobrevivencia a las pequeñas y medianas empresas. De hecho, lo que hicieron los bancos fue transferir estos recursos a través de préstamos a las grandes empresas, porque justamente las pequeñas y medianas empresas, que eran el objetivo de la política pública, ofrecían demasiados riesgos. 12% fue destinado para el sector de salud, pero sobre todo para el sector privado de salud. Yo no sé si ustedes saben, pero Brasil aprobó una ley al inicio de la cuarentena que permitía que el Estado brasileño pagase el doble de lo que normalmente cuesta una cama de cuidados intensivos a la red privada. Y esto fue un mecanismo de transferencia importante de recursos para el sector privado de salud. Y apenas 7% para la ayuda emergencial, que así se llamó el sistema de protección social aquí en Brasil. Apenas 7% de ese total fueron destinados a las familias por la vía de este programa de ayuda emergencial. Entonces, evidentemente, este aspecto es un aspecto fundamentalmente político. Toda la prensa destacó el hecho de que la ayuda emergencial sería el gran problema para la economía brasileña y estaría ampliando la deuda pública de Brasil. Y los datos muestran que no fue exactamente la ayuda emergencial, sino fue la transferencia a otros sectores económicos y sobre todo el sector financiero. Entonces yo creo que estos aspectos son aspectos fundamentalmente políticos, y esto es que debemos tener en cuenta cuando analizamos de cara a los propios datos de la realidad económica de nuestros países. Merci Monica. Temir Porras, vous vouliez réagir très rapidement à la question de Arnoldo Pirella, qui propose une analyse selon laquelle l'Amérique latine a raté un premier cycle de boom des matières premières dans les années 2000, quand gouvernait une majorité de gouvernements dits progressistes de la vague rose. Et il se pose la question de savoir si l'Amérique latine est condamnée à répéter la même erreur tous les 30 ou 40 ans. Vous vouliez réagir de manière rapide parce qu'il va falloir qu'on termine notre soirée, malheureusement. Merci à vous. Très rapidement, je pense que c'est un questionnement qui part de ce constat que vous avez, Sébastien, d'une méfiance, une défiance vis-à-vis des États et de leur capacité en réalité de gérer les ressources publiques, et qui est parfaitement légitime. Mais je voulais simplement donner une sorte de contre-feu ou une vision alternative pour compléter cette critique qui est souvent on cite cette idée que l'Amérique latine rate des occasions, et donc les fonder sur cette idée qu'on aurait reçu une masse de ressources extraordinaires, on n'aurait pas su en réalité l'épargner ou la mobiliser. C'est vrai, mais en même temps, je reviens au problème des prélèvements obligatoires. Par exemple, dans les pays à matières premières, ces booms de matières premières ont permis pendant seulement quelques années l'élévation du niveau de dépenses publiques de certains pays d'Amérique latine à des niveaux comparables à des pays de l'OCDE. Je ne veux pas dire que cet argent a été bien dépensé, mais les pays ont pu élever leurs dépenses publiques à des niveaux qui sont comparables à ce qu'un pays de l'OCDE dépense tous les ans depuis 5 décennies. Et souvent, on prend un contre-exemple de l'Amérique latine, la Norvège, par exemple. On dirait, voilà, la Norvège, elle a fait ce qu'il fallait. La Norvège a épargné, a créé un fonds souverain gigantesque et ne s'est pas saoulé d'argent, etc. Il n'y a pas eu de fête de l'argent, mais on omet souvent de dire que le niveau des prélèvements obligatoires en Norvège, il est proche de 50% du PIB. C'est-à-dire que l'État-providence, l'éducation, la santé, les Norvégiens le payent par des impôts. Et tout ça est payé avant même
d'avoir une ressource pétrolière qui, du coup, ils peuvent épargner parce qu'il y a une très forte pression d'impôts, si vous voulez, sur la société qui finance donc tous les bienfaits dont on aussi loue, encore une fois, les Norvégiens, d'avoir un système social très équilibré. Il n'y a pas un équivalent en Amérique latine. Si ces ressources des matières premières ne sont pas mobilisées, eh bien, il faudrait trouver l'argent pour qu'il y ait une éducation et une santé publique, sans doute, encore une fois, bien dépensées. Et je ne vais pas faire ici bien parler du gaspillage, mais encore une fois, il faudrait des revenus pour l'État qui viennent d'une pression fiscale augmentée. Bien, merci beaucoup, Témir. On va en rester là, malheureusement, pour ce soir. Je voudrais remercier toutes les participantes et les participants. Je crois qu'on a quand même eu des interventions de grande qualité qui ont été capables d'articuler beaucoup de dimensions du sujet latino-américain, j'ai envie de dire d'une manière assez traditionnelle, les questions structurelles qui sont liées à cette région avec ce contexte sanitaire et qui nous permettent de voir, en tout cas, je crois, assez clairement les difficultés, les obstacles et les défis qui sont posés à la région, qui seront résolus ou pas, d'abord par les acteurs eux-mêmes et par les sociétés, les populations latino-américaines. On reviendra bien sûr sur tout ça régulièrement à l'IRIS. Je remercie vraiment mes trois intervenants pour encore une fois la qualité et la richesse de leurs interventions, par ailleurs très complémentaires. Et je remercie également l'équipe de l'IRIS, je pense à Delphine, Nathalie et Alice en particulier, sans qui tout ça n'aura pas été possible, en m'excusant de ce retard accusé à la fin de la réunion. Mais j'espère que les gens qui étaient avec nous étaient satisfaits. Vous trouverez cette conférence bientôt en ligne et qui donc pourra être partagée sur les réseaux pour ceux qui n'étaient pas là ce soir. Et nous savons qu'il y a un public qui regarde ces conférences de manière régulière et suivie à l'IRIS. Voilà, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt, je n'en doute pas. Au revoir.